Bonjour Nicolas Bouzou. Bonjour. Vous êtes consultant en économie, auteur de best-sellers, vous êtes aussi essayiste, vous publiez La civilisation de la peur. Comment et pourquoi garder confiance dans l'avenir? On va en parler, mais là, on a envie de vous répondre tout de suite. Vu la situation de la France, là, entre ces deux tours d'élections législatives et là, j'allais dire presque victoire ou porte du pouvoir du Rassemblement national, des extrêmes et de la situation d'incertitude dans laquelle se trouve placée la France, est-ce qu'il ne faut pas vraiment avoir peur? En fait, moi, j'essaie d'imaginer le coup d'après. C'est-à-dire que quand je regarde l'histoire de France, je sais que l'histoire de France, c'est une histoire de déclin, de rebond. C'est un pays qui se laisse aller à ses pires instincts et puis qui sait se remobiliser. Et en particulier, toute l'histoire économique et sociale de la France, c'est ça. Hein. C'est une renaissance extraordinaire après les guerres de 100 ans. C'est une deuxième partie du Second Empire qui est brillante. Après, une première partie du XIXe siècle qui a été très compliquée. C'est la belle époque au début du XXe siècle où les gens du monde entier viennent voir les expositions universelles à Paris. La France est le pays qui a le plus de constructeurs automobiles. Et puis plus près de nous, écoutez, en 1940, nos parlementaires bazardent la République, ils la jettent par-dessus bord. Et 15 ans après, vous avez les 30 Glorieuses, les plus brillantes de tout l'Occident. Alors, il faut jamais désespérer de la France. Voilà, c'est vous ça, nous ce que je veux avez dire. en fait un peu d'espoir dans cette actualité terrible. Au fond, vous nous dites, là, non, le pire n'est pas forcément... Parce que là, on va parler, on va dire Emmanuel Macron va se retrouver dans une situation au lendemain du second tour, qui est une majorité absolue pour le Rassemblement national, ou qu'il n'y ait pas de cette majorité, ou qu'il faille construire une autre alternative. C'est extrêmement incertain. En tous les cas, c'est très risqué. Mais c'est très risqué, c'est même inquiétant à court terme. Et moi, je suis inquiet, d'autant plus que mes idées, qui sont des idées, on va dire, libérales, raisonnablement libérales, de toute façon, sont en échec électoral et ce ne sont pas celles qui vont gagner, bien évidemment dimanche. Et puis, je crains que de toute façon, quelle que soit la configuration de ce Parlement, ce sera une configuration qui sera mauvaise. C'est-à-dire que si on a une majorité absolue pour le Rassemblement national, je pense que ça nous emmène quand même dans quelque chose qui est inquiétant, si vous voulez. Je crois pas... Qui n'est pas la République, ce que dit je crois Macron... Oui. Je ne sais pas si c'est pas la République, mais en tout cas, ça nous emmène dans un endroit où j'ai pas envie d'aller, parce que je pense qu'au-delà du fait que le programme économique, à mon avis, est très mauvais, mais vous voyez, quand le Rassemblement national dit on va pas payer la contribution qu'on doit à l'Union européenne, qu'est-ce que c'est que cette façon de faire? Quelle sera la réaction de l'Union européenne? Vous voyez, moi, j'aime pas ce genre de choses, et puis je ne suis pas un nationaliste, mais je vais être tout à fait honnête avec vous. Si on a si le président de la République arrive à construire une espèce de majorité avec donc des gens de l'ancienne majorité, mais aussi des personnes de gauche, des écologistes. Et puis même de LFI, parce que là, apparemment, ça va jusqu'aux communistes. Oui, mais ça, moi, je considère que c'est un scandale. Oui. Oui, non, mais moi je considère que c'est un scandale, puisque je m'oppose complètement évidemment à LFI sur le plan économique, mais aussi sur le plan des principes. C'est-à-dire que je considère que ces gens-là constituent un danger pour la France et je ne partage rien avec eux. Et notamment, je pense que la question du communautarisme et la question de l'antisémitisme, ce ne sont pas des choses qu'on peut passer comme ça. Donc vous dites que ce ne sont pas les républicains, parce que là on parle de rempart républicain. J'aime pas ce terme. Ils font partie de cette, j'allais dire, mouvance républicaine, selon moi j'aime pas le terme de républicain ou pas, parce que le Rassemblement national, ils sont républicains, et les filles, si je veux faire un peu d'histoire, ils sont révolutionnaires, donc ils sont républicains. Je veux dire, donc pour moi, c'est pas le sujet. Donc vous dites tous sont républicains. Oui, mais c'est pas pour ça que je veux pas les combattre. Je peux combattre des gens qui sont républicains. Donc le RN, ils sont nationalistes, anti-européens, etc. Je les veux pas pour mon pays. LFI, ils sont communautaristes, ils veulent ruiner et détruire notre économie. Il y a quand même des relents, et je suis gentil, d'antisémitisme chez certains d'entre eux qui, à mon avis, sont quelque chose, mais que notre pays ne devrait jamais accepter. Donc, j'en veux pas non plus pour mon pays. Oui, mais là, c'est pas ce que propose Emmanuel Macron ou j'ai pas trop compris, pardonnez-moi. J'ai pas trop compris ce qu'il propose. Il veut faire du cas par cas. Voilà, ils veulent prendre circonscription par circonscription pour construire demain un gouvernement avec, disent-ils, des républicains qui ne seraient justement pas compromis dans ce que vous dites. Non mais attendez, je veux dire, pourquoi nos compatriotes, un tiers de nos compatriotes, enfin en tout cas ceux qui sont exprimés, ont voté pour le Rassemblement national? Il faut regarder les sondages, c'est assez simple. Parce qu'ils veulent qu'on combatte l'insécurité, parce qu'ils veulent qu'on combatte l'immigration illégale, mais aussi une grande partie de l'immigration en réalité, et parce qu'ils se sentent, ils pensent que la France est un pays qui est dépossédé, et puis ils veulent combattre l'islamisme aussi, ils ont parfaitement raison. Il faut bien qu'on réponde à ça. Si vous voulez, on peut construire des barrages toujours plus élevés,
Mais si derrière vous avez des tsunamis de plus en plus le forts, problème ne sera pas réglé le lendemain du second tour c'est très par exactement un ce que je gouvernement pense. pluriel. C'est le très mot. exactement ce que je pense. C'est Oui. très exactement ce que je Mais pense. donc au fond, et là je reviens à votre livre, Nicolas Bouzou, La civilisation de la peur, vous dites les prophètes de malheur, mais vous dites au fond, tout ça est basé sur une mystification. La situation en France n'est pas si terrible que celle que l'on croit ou que ceux qui peut-être votent Rassemblement national croient. Ouais, mais ça, vous voyez, je sais que mon discours n'est pas très audible, mais je persiste quand même à penser qu'il est bon. C'est-à-dire que, voilà, comme vous, j'ai la chance de voyager un peu. Quand je reviens en France, je me dis franchement, on n'est pas le pays du monde où on a le plus de problèmes, hein, franchement. Mais y compris quand vous allez dans des pays occidentaux comme le Royaume-Uni, les États-Unis, etc. Enfin, je veux dire, la qualité de vie en France, la qualité des infrastructures, c'est pas ce qui est ressenti le niveau de sécurité. Par beaucoup de citoyens, en tous les cas. C'est pas ce qui est J'entends exprimé. parfaitement, mais je complète. Quand j'écoute la campagne électorale en France, franchement, où on dit que tout s'effondre, qu'on ne peut plus sortir, que le pays est en train de partir à volo, tout ceci, honnêtement, me semble excessif. Oui, il y a des problèmes. Qui est responsable? Vous dites les prophètes de malheur. Oui. C'est qui, au fond, et pourquoi? Eh bien, ceux qui sont responsables, ce sont ceux qui produisent de la peur, qui vendent de la peur, parce qu'ils ont intérêt à vendre de la peur. Alors, qui vend de la peur? Pardonnez-moi de vous le dire, mais je l'écris. Les médias, les médias et en particulier les chaînes d'infos en continu, qui sont dans une espèce de compétition du buzz aujourd'hui pour des raisons économiques. Tout ça est très amplifié par les réseaux sociaux. Vous avez reçu il y a quelques semaines Gérald Bronner. Gérald Bronner a parfaitement montré qu'une nouvelle se répand d'autant plus sur les réseaux sociaux qu'elle est catastrophique, indépendamment de son degré de fiabilité. C'est quand même quelque chose. Donc l'intérêt, vous dites au fond, il y a des gens qui profitent, il y a une économie du malheur. Il y a une économie du malheur, il y a une économie de la peur, mais c'est vrai aussi du climat politique dans notre pays, qui est très clivé, avec une opposition très forte au pouvoir en place, quel qu'il soit. Et donc là aussi, on joue beaucoup sur les peurs. On l'a fait beaucoup avec les Jeux Olympiques, en expliquant beaucoup de personnalités politiques. Éric Ciotti, par exemple, ont expliqué que les Jeux Olympiques, ça allait être une catastrophe, qu'il y avait un risque d'attentat, et qu'il ne fallait pas faire la cérémonie d'ouverture en extérieur. Mais qu'est-ce que c'est le panache français? C'est bien parce qu'il y a des menaces que c'est justement notre honneur que de faire une cérémonie en extérieur. Donc je ne suis pas du tout d'accord avec ce défaitisme. Vous dites qu'on exagère trop la peur, l'intelligence artificielle, le défi climatique. Vous dites tout ça est amplifié et crée une forme de psychose. Je vous dis un mot du défi climatique. Moi, ça me passionne. Il y a un problème, évidemment, de réchauffement climatique dans le monde entier. Mais la réponse par rapport à ça, qu'est-ce que c'est? C'est de dire oulala, on a peur, tout va s'effondrer et on arrête tout, on arrête de se déplacer, on dit aux gens qu'il ne faut pas vivre dans des maisons, etc. Ou est-ce qu'on essaie d'être intelligent, on se retrousse les manches et on décarbone notre économie? La solution, c'est bien évidemment de décarboner notre économie, mais je vais vous dire quelque chose. Le pire, c'est qu'on y arrive, c'est qu'on est sur la bonne voie. Quand vous regardez, c'est pas moi qui le dis, quand vous regardez les émissions carbone des pays développés, on est redescendu au niveau du début des années 70. Et la France est l'un des bons élèves dans le monde, grâce au nucléaire, et on est encore en train de diminuer notre empreinte carbone très vite. Vous avez des pays, personne ne le dit ça, vous avez des pays qui sont sur la trajectoire de la neutralité carbone en 2050. C'est pas le Venezuela et sa planification, c'est pas le Bhoutan et sa décroissance, c'est le Royaume-Uni. Oui. Grâce aux technologies. Mais donc on peut pas dire qu'on fait rien. On peut dire aussi que cette peur, au moins cette angoisse, est parfois sociale. On a vu les gilets jaunes, on voit aujourd'hui des situations très difficiles dans lesquelles vivent les Français, la classe populaire, comme on dit. Donc ces gens-là veulent du changement, ces gens-là crient d'une certaine manière quand on leur donne l'occasion de s'exprimer dans une élection. Oui, j'entends bien. Mais alors là, excusez-moi, mais j'ai le regret de leur dire ce que je crois profondément, que c'est ni le Rassemblement national, ni le programme fou économiquement du nouveau Front populaire qui vont résoudre les problèmes de pouvoir d'achat de notre pays. Les problèmes de pouvoir d'achat sont réels. Ils viennent de loin, ils viennent du fait qu'on n'a pas assez de croissance, que notre productivité est faible et donc que les entreprises ne peuvent plus délivrer des salaires au niveau qui devrait correspondre à un pays comme le nôtre. Donc ce sont des sujets d'éducation, ce sont des sujets d'innovation, ce sont des sujets de formation professionnelle, ce sont des sujets de compétitivité, de réindustrialisation. Alors pourquoi Emmanuel Macron est-il si impopulaire? On dit c'est un repoussoir aujourd'hui. Oui, mais ça, si vous voulez, un président en France, il est impopulaire. Enfin, je veux dire, François Hollande, son prédécesseur, était tellement impopulaire qu'il n'a pas pu se représenter. Et Nicolas Sarkozy s'est représenté et il a perdu. Donc les présidents sont toujours impopulaires. Et je vous dis quelque chose,
le prochain Premier ministre, dans 6 mois, sera impopulaire. Si vous Oui. me faites l'honneur de me Oui. réinviter, on pourra faire le bilan. Donc Oui. le pays est comme ça, si vous voulez. Je vous rappelle quand même, je parlais un tout petit peu d'histoire tout à l'heure, je vous rappelle qu'on est le pays qui a fait la Révolution, le Directoire, l'Empire, la première Restauration, les 100 jours et la deuxième Restauration. Et après, on a fait la République. Pardonnez-moi, en matière de versatilité, les Français... Ça fait partie de leur charme, mais sont des champions. Oui, oui. Alors ça veut dire, au fond, et c'est ce que vous nous dites, que là, demain, après-demain, la France va trouver une nouvelle... Forcément. Oui. Ça ne peut pas être la après-demain. catastrophe. Ça ne peut pas être la catastrophe absolue, la crise, Non. Moi, je crois toujours à la la guerre civile. Macron parlait de guerre civile. Non, je crains des tensions quand même la semaine prochaine. Je crains des tensions et des personnes très raisonnables, comme je pense à Dominique Régnier, par exemple, qui s'est exprimé ces derniers jours, et craint aussi des tensions, si ce n'est des violences. Donc je pense qu'il faut qu'on fasse très attention à ça, parce qu'au fond, on a 2 offres politiques dominantes qui sont des offres extrêmes. Le Rassemblement national est une offre extrême, mais le nouveau Front populaire, pardonnez-moi, s'est allié à la France insoumise. S'il ne voulait pas être stigmatisé et s'il voulait profiter du Front républicain, fallait y réfléchir avant et fallait pas s'allier avec la France insoumise. Ils l'ont fait. Donc les Français, c'est ça qui crée l'angoisse. Les Français, parce qu'il y en a qui n'ont pas voté pour le nouveau Front populaire et il y en a qui n'ont pas voté pour le Rassemblement national, se retrouvent dans beaucoup de circonscriptions avec cette alternative et ça les angoisse beaucoup. Et je le comprends. Mais moi, je réfléchis, ça va être très compliqué. Ça va être une mandature extrêmement compliquée qui s'ouvre avec énormément de tensions. Donc je sous-estime énormément de frustration. Donc ça va être les moments que va traverser notre pays vont être des moments très difficiles, Mais moi, j'essaie de réfléchir au coup d'après. Oui, mais au fond, une crise démocratique derrière tout ça. Oui. Ne serait-ce que là, le spectacle qui est donné, certains disent, ces désistements, il y en a un très grand nombre, peut-être, qui vont effectivement faire qu'il ne va pas y avoir de majorité absolue pour le Rassemblement national, mais ça s'apparence à des jeux politiques, Exactement. des jeux d'arrière-boutique, des tambouilles. Et nos concitoyens le vivent comme vous le dites. Hein. Mais est-ce qu'au fond, la démocratie est malade aujourd'hui? Est-ce que ça peut être quelque chose qui... Mais la démocratie est malade, je vais vous dire, un peu de notre faute, pas vous, hein, mais de notre faute à nous qui sommes dans le débat public. Et d'ailleurs, je dis ça dans le livre. Moi, ce qui me frappe, c'est que les gens que je trouve intéressants dans le débat public, souvent, je ne suis pas d'accord avec eux. Et les gens avec qui je suis d'accord, souvent, je trouve que leur discours est pas intéressant, c'est pas incarné, c'est pas engagé, ça va pas au bout des choses, les gens ont peur. Je vais vous dire quelque chose qui est très prétentieux, hein. Je suis désolé, hein, j'ai d'autres qualités, hein, mais la modestie n'en fait pas partie. Mais moi, ces 2 ou 3 dernières semaines, dans ce qu'on appelle un peu le camp de la raison, je me suis senti un peu seul. Alors heureusement, il y a des Raphaël Enthoven, heureusement, il y a des Olivier Babot, etc. Mais enfin, moi, je trouve quand même qu'on n'était pas très nombreux. Par contre, du côté des extrêmes, là, vous avez plein de monde. Donc, si vous voulez, c'est à nous aussi de reconstruire un discours qui soit un discours libéral, modéré, mais qui peut être un discours extrêmement enthousiasmant. C'est-à-dire, au fond, Jacques Chaban-Delmas, quand il a fait son vision, discours... vous dites, au fond, centriste. Oui, mais centriste, mais en même temps qui s'assume. On avait parlé de l'extrême centre pour Emmanuel Macron. Oui. Moi, je viens d'une tradition intellectuelle qui est celle de Tocqueville, qui est celle de Raymond Aron, qui est celle de Benjamin Constant, qui est celle de Madame de Staël. Donc, c'est quelque chose qui existe dans notre pays, vous voyez, qui est quand même profondément enraciné et qu'il faut faire revivre. Quand Lamartine ou Tocqueville ou Guizot prononçaient des discours à l'Assemblée nationale, c'était formidable, c'était extraordinaire, c'était merveilleusement écrit, si vous voulez. Mais plus près de nous, Jacques Chaban-Delmas, Simone Veil, etc. Donc il faut retrouver cette chose-là qu'on a perdue dans un langage technicien aussi. Oui, mais au fond aussi un discours politique de perspective, d'avenir. D'avenir. Pas seulement un programme qui égrène des mesures certes nécessaires de pouvoir d'achat immédiat, tout ce genre de choses, mais simplement dire vers quoi on veut amener la France. Mais on n'en parle pas du tout, on n'en a pas parlé, et même pas pendant la campagne des Européennes. Par exemple, l'intelligence artificielle, sujet absolument majeur. Quel rôle l'Europe veut jouer? Est-ce que c'est un rôle d'utilisateur? Est-ce que l'Europe, c'est un marché pour l'intelligence artificielle? Ou est-ce qu'on veut maîtriser ces technologies, la développer et avoir nous-mêmes de grandes entreprises qui sont des grandes entreprises innovantes? Ça, c'est un idem pour le quantique, qui est le coup d'après. Ça, c'est un projet. Oui. Et c'est pas qu'un projet économique, hein. Que la France et que l'Europe deviennent leaders sur ces sujets, c'est presque un projet de civilisation. C'est la continuation, c'est l'actualisation du projet des Lumières. Oui, mais quand vous voyez Emmanuel Macron, Gabriel Attal, là, qui font de la
petite politique, on va dire, Oui. hein, pour gagner des postes, pour gagner des voix, pour conserver une majorité. Au fond, c'est ça le but de la politique? Bah non, c'est non, garder, je crois pas, non, le, et c'est pour ça que garder le pouvoir? et c'est la raison pour laquelle je ne suis pas d'accord avec leur espèce de jeu d'alliance. J'ai beaucoup soutenu les deux, mais là, je suis pas d'accord avec ça. Mais le problème, c'est que le péché est antérieur. C'est-à-dire que pendant les élections, pendant la campagne des élections européennes, on aurait dû parler de ces sujets-là. Et on doit tracer des perspectives pour nos compatriotes. Parce que Nicolas Sarkozy raconte quelque chose dans ses mémoires, il donne un argument que je trouve très juste. Il dit, vous savez, la France, un peu tel que j'ai un tout petit peu esquissé son histoire tout à l'heure, la France, c'est un pays à l'énergie politique bouillonnante. Et il faut la canaliser, cette énergie. Sinon, elle part dans les extrêmes. Et il faut la canaliser par des grands projets, par un grand dessein. C'est ça ce qui manque Mais aujourd'hui. c'est avec un président qui dit une chose il y a 15 jours, publiquement, et qui dit le c'est contraire foutu, 15 jours plus tard. Pardonnez-moi de le dire vulgairement, mais c'est là, parce que là, là, c'est foutu. les extraits télévisés sont impitoyables. Là, c'est foutu. On entend des discours complètement contradictoires. Non, mais Il y a là, c'est 15 foutu. jours, il disait le contraire de ce qu'il dit aujourd'hui. Si le Rassemblement national n'a pas la majorité absolue, il faut faire sans doute ce que Xavier Bertrand, par exemple, a appelé de ses voeux, c'est-à-dire une espèce de gouvernement provisoire d'union nationale dont on assume le fait qu'il aura une durée de vie limitée, quelque chose comme 1 an. Voilà, ça c'est ce qu'on peut faire de mieux à court terme, et c'est ce que j'espère, enfin de mieux, de moins mal à court terme. Merci beaucoup. Nicolas Bouzou, la civilisation de la peur. Pourquoi et comment garder confiance dans l'avenir? Ben oui, la confiance dans l'avenir. On essaye. Voilà, Nicolas Bouzou était mon invité aujourd'hui. C'est publié chez Ixos, ce livre, il est super. Merci beaucoup, Nicolas Bouzou.